démontré votre intérêt pour les deux premiers opus, le premier sur les outils numériques à disposition des femmes et le second sur le sport. C'est des webinaires que vous pourrez revisionner. Et dans le cadre de celui-ci, pour une meilleure interactivité, ce que je vous proposerai, c'est de noter les questions qui vous viennent au fil des discussions pour que je puisse les présenter à nos invités. Dans cet opus, tout spécifiquement, nous présenterons les différentes manières dont le numérique permet d'accélérer le progrès médical et de faciliter l'accès aux soins sur le continent africain. Et pour vous éclairer sur ces différentes questions et avoir des regards croisés sur les actions qui sont en cours, nous serons en compagnie de Nassifatou Koko Titik Pinal. Vous êtes enseignante-chercheuse en chimie analytique à la Faculté des sciences et de la santé de l'Université de Lomé. Vous êtes également pharmacienne à la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires en charge de la relance des activités du Laboratoire national de contrôle qualité des médicaments. Et vous êtes également WIA Young Leader 2021. Bienvenue à cette édition. Merci Léocadie. Merci Awia. Et Bonjour. Bonjour, et nous avons également un deuxième invité, Monsieur Achour Chakib. Vous êtes le directeur stratégie marketing de Huawei Maroc. Vous êtes également un expert international reconnu en matière de communication d'entreprise, de relations clients, des TIC, et surtout autour des infrastructures réseau, du cloud computing et des big data. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais démarrer avec vous justement parce qu'on peut légitimement se poser la question de savoir comment Huawei inscrit concrètement le sujet de la santé dans sa stratégie numérique aujourd'hui, en particulier avec le thème de la télémédecine. Écoutez, donc, je vous remercie pour le démarrage par cette question qui est pertinente. La première chose, il est peut-être important de situer le contexte. Nous sommes encore en situation de pandémie et plus que jamais pendant ce contexte et cette phase de pandémie, nous nous sommes rendus compte à quel point le digital est très important et surtout donc la connectivité à quel point elle est importante parce que avec la connectivité nous avons pu continuer à poursuivre donc nos travaux quotidiens, donc nous avons pu continuer à travailler normalement, les élèves ils ont pu continuer à suivre leurs cours et puis surtout nous nous sommes rendus compte que la connectivité peut sauver des vies. Donc ça, c'est très important. Donc nous nous sommes rendus compte à quel point la connectivité est très importante pendant cette phase de pandémie. Alors, bien entendu, Huawei a toujours prêté donc une attention très importante pour la e-santé, mais ça a été accéléré pendant la pandémie. Alors pendant la pandémie, donc Huawei donc a accéléré donc les innovations, recherche et développement pour la mise en place des solutions pour le e-health et pour la e-santé. Surtout pendant la pandémie, je peux vous expliquer par exemple à Wuhan, qui était l'épicentre donc de la pandémie. Tout le monde avait peur et donc il fallait trouver des solutions. Par exemple, dans les hôpitaux à Wuhan, donc il fallait trouver des solutions dans les zones, dans les hôpitaux où il y avait des patients qui étaient atteints par la Covid. Et donc c'était naturellement, donc Huawei a beaucoup travaillé dans ce domaine-là et donc nous avons mis en place le premier chariot qui permet d'assister l'infirmier ou l'infirmière. Donc ce chariot, donc il va directement dans les espaces qui étaient infectés ou des espaces où il y avait des patients atteints du Covid. Et donc ce chariot, donc il jouait le rôle effectivement de l'infirmier. Donc premièrement pour administrer des médicaments, la prise de température, distribuer le repas et également désinfecter des lieux dans les hôpitaux. Alors tout ça, ça a été accéléré. Donc nous ne sommes pas spécialistes des robots, nous avons travaillé avec des partenaires, mais par contre, nous sommes spécialistes dans l'infrastructure digitale. Donc nous avons mis en place le premier robot téléguidé à distance avec l'infrastructure Wi-Fi 6 et également la 5G. Pour permettre effectivement à aller rapidement dans ces zones qui étaient infectées, où il y avait des patients qui étaient atteints du Covid. Nous avons également développé rapidement des algorithmes d'intelligence artificielle pour assister les radiologues pour faire un dépistage rapide pour la maladie. Et ça, c'est surtout pour des patients qui étaient atteints
grièvement atteint où il fallait passer donc la radio. Donc, comme vous le savez, donc il y a une pénurie de radiologues. Et donc, ce que nous avons mis en place avec un certain nombre d'hôpitaux, dont un CHU de Casablanca, un accord, donc suite à l'accord bien sûr avec le gouvernement marocain, nous avons mis en place un pilote avec un CHU à Casablanca où nous récupérons le fichier qui sort de la radio, donc du patient qui est atteint de la Covid, donc la radio du poumon. Et donc, ce fichier, donc, il était directement téléchargé dans notre plateforme de cloud intelligence artificielle. Et donc, effectivement, au début, ça a pris un peu de temps parce que vous savez très, très bien, derrière ces algorithmes, il y a ce qu'on appelle des machine learning. Donc, il faut que les données travaillent de plus en plus pour qu'il y ait un apprentissage. Et puis, au bout de 48 heures, nous avons pu faire un diagnostic rapide, en 30 secondes. On avait un diagnostic très rapide, ce qui permet donc aux radiologues de faire un diagnostic très précis. Donc ça, c'était un exemple concret que nous avons développé pendant le Covid. Maintenant, à côté de ça, donc Huawei, depuis longtemps, a développé des solutions, ce qu'on appelle le Huawei Smart Hospital Solution. Et là, je prends juste 1 ou 2 minutes pour vous décrire cette solution. C'est une solution à plusieurs étages. Donc, une première étage, on a des capteurs. Des capteurs, ce sont des capteurs qui vont capturer des données dont le médecin a besoin. Donc, ça peut être effectivement des battements cardiaques ou de la pression ou quoi que ce soit. Donc, avec des capteurs qui sont basés sur, par exemple, aujourd'hui, les montres connectées et d'autres avec des partenaires. Les caméras également qui permettent de capturer des données. Au-dessus, on a l'infrastructure réseau qui permet de transporter ces données qui sont capturées par les capteurs. Et après, au-dessus, on a des plateformes de cloud, de big data et d'intelligence artificielle. Et tout ça pour faire quoi? Pour faire 3 choses. La première chose, c'est la télémédecine, c'est la téléconsultation. C'est permettre à n'importe quel patient d'être suivi par un médecin à distance. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'IoT Hospital, sur Internet des objets hospital. Ça permet de mettre en place du robot téléguidé, ça permet aussi de suivre des patients qui sont isolés dans des endroits qui sont isolés. Et le troisième point, le troisième axe qui est très important, c'est ce qu'on appelle le cloud hospital. C'est le cloud hôpital dans lequel il y a effectivement la gestion du patient, le transfert des données entre les assurances maladie. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'assurance maladie, l'hôpital et le médecin, et également l'implication de plus en plus de l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle des machines high performance computing qui permettent de faciliter la recherche scientifique et le mariage des bonnes molécules pour trouver des traitements efficaces. Donc voilà comme introduction. Merci beaucoup, Chakib. Alors, énormément d'éléments posés, hein, la partie robotique, cette partie de dépistage, des diagnostics express, 30 secondes, vous avez dit, cette manière aussi de se rapprocher des patients pour faciliter aussi la connexion et puis l'établissement de leur diagnostic. Et de votre côté, je rappelle, hein, Nassifatou, vous êtes à Lomé, hein, au Togo. Qu'est-ce qui a été, quel est votre regard, vous, par rapport justement à cette avancée et l'impact de cette technologie numérique de santé? Oui, oui, ok, merci pour la question. Au Togo, il y a eu des projets qui ont été développés bien avant la COVID. Avant la COVID, il y a eu le projet de la Société togolaise de dermatologie et des infections sexuellement transmissibles, la SOTODERM, qui est financée par la Fondation Pierre Fabre et qui permet de relier, d'établir un diagnostic de maladies dermatologiques des centres de santé qui sont à la périphérie ou qui sont éloignés du centre de référence, qui est le CHU Sylvanus Olympio, qui est situé à Lomé. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les centres de périphérie, par exemple, si je vais à 50 km au nord-est de Lomé, à Kévé, par exemple, où il n'y a pas un dermatologue, ou si je vais à Tchamba, qui est à 330 km au nord-est de Lomé, ou tout au fond du Togo, à Saint-Cassé, près de 660 km, où il n'y a pas de dermatologue. Donc, l'agent de santé qui se trouve dans le premier centre de santé, dans la pyramide de santé au Togo, qui est l'unité de soins périphériques, s'il remarque que son patient développe une maladie dermatologique dont il n'est pas nécessairement habilité à traiter, il reçoit des informations qu'il met sur une plateforme sécurisée et ces informations sont remontées à un spécialiste, un dermatologue, qui établit un diagnostic et donc il permet à cet agent de santé de pouvoir s'occuper du patient. Donc, le projet est mis en place et a commencé
La phase pilote a commencé en 2019. Le projet est en cours et déjà il y a eu des premiers résultats. La Société togolaise de dermatologie a remarqué qu'il y avait une meilleure prise en charge des cas courants dans les centres de santé au niveau périphérique et aussi une meilleure identification des cas plus graves. Donc, c'est un des projets qui a été mis en place avant la COVID. Et aussi avant la COVID, il y avait aussi le projet sur la santé maternelle et infantile qui était porté par une ONG locale et financé et appuyé par les partenaires comme le ministère de la Santé, l'Agence française pour le développement, l'AUF. C'est un projet qui était à sa phase pilote dans la région maritime du Togo. La région maritime, c'est la région la plus proche de Lomé au Togo. Donc, l'idée, c'était de permettre une meilleure prise en charge de la santé maternelle et infantile, donc les enfants de moins de 5 ans, dans le système de santé. Donc, il y a une application qui est mise en place qui s'appelle Dokita Eyes. Et donc, nous avons d'abord, au niveau des familles, des agents de santé communautaire qui sont des personnes, au fait, qui sont des bénévoles, qui n'ont reçu aucune formation formation diplômante au niveau du système de santé, mais ils ont été formés à, par exemple, prendre des constantes comme les températures, la glycémie, le taux d'hémoglobine. Donc, ces agents de santé communautaire, lorsqu'ils remarquent cela dans les communautés, ils le mettent, ils créent donc, disons, un fichier concernant la patiente ou l'enfant dans l'application Dokita Eyes. Et donc, lorsque ce fichier est créé, c'est comme un carnet de santé. Au niveau de l'USP, l'unité de soins périphériques, il y a l'infirmier ou la sage-femme ou l'assistant médical qui reçoit l'information et qui décide des actions à entreprendre. Est-ce qu'il faut établir une ordonnance? Est-ce qu'il faut plutôt aller visiter le patient à la maison? Est-ce qu'il faut demander au patient de venir à l'USP? Ou est-ce qu'il faut remonter les informations aux médecins qui sont sur le projet, des médecins donc, ou des spécialistes comme les gynécologues? Donc, voilà aussi un des projets qui a commencé avant la COVID. Et donc, avec la COVID, le ministère de la Santé lui-même s'est rendu compte qu'il fallait vraiment, la télémédecine était vraiment importante, surtout dans ce cas avec la COVID. Donc, le ministère de la Santé, avec le programme des Nations Unies pour le développement, a commencé à mettre en place un centre national de télémédecine. Donc, c'est un projet qui est en cours, qui n'est pas encore finalisé. Donc, voilà un peu ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait dans le cadre de la télémédecine. Donc, ça concerne essentiellement pour le moment de la téléconsultation. Alors, merci à tous les deux, Chakib, Nassifatou. Vous avez mis en avant justement des exemples très concrets de réalisation. On a vu avec la télémédecine, on l'a vu aussi avec les engagements que prenait Huawei avec toute cette notion autour du digital et cette notion robotique. Il y a une question qui est aussi importante. Là, on a parlé, j'allais dire, de la partie un peu technique, mais la crise Covid n'est pas encore terminée. Comment vous accompagnez justement le changement culturel, le changement de pratique? Parce que d'une certaine manière, il y a une forme de pédagogie à avoir auprès de ces patients. Comment est-ce que vous vous y prenez de votre côté, Chakib? Nous, de notre côté, donc, on communique de plus en plus par rapport au développement de la e-santé et donc on met en avant effectivement comment il faut favoriser la connectivité en faveur de la prévention et de l'amélioration de l'accès aux soins. Donc, on sait très bien, par exemple, aujourd'hui, la transition numérique peut véritablement apporter des réponses concrètes et adaptées aux États africains en simplifiant l'échange d'informations, la connectivité entre l'offre et la demande de soins, y compris dans les territoires relativement isolés. Les technologies numériques sont au cœur d'un système de santé qui se met progressivement en place sur le continent. Donc, comme vous voyez là, donc, en matière de transition numérique sur le continent, nous observons aujourd'hui, dans la plupart des pays, un fort développement de connectivité mobile, mais aussi fixe. Donc, bien entendu, aujourd'hui, quand on regarde l'état des lieux, beaucoup de pays africains, ils ont déjà affiché leur volonté d'investir dans la transformation numérique et dans l'infrastructure digitale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils considèrent que l'économie numérique ou la transformation numérique est un levier de croissance, mais c'est important pour l'inclusion au niveau de la population et pour apporter le soin à toute la population. Et je prends comme exemple, par exemple, aujourd'hui, donc en Afrique, donc ça, c'est une preuve quand on regarde aujourd'hui par les usages des téléphones mobiles. On peut voir, par exemple, aujourd'hui, de nombreuses, par exemple, ça, c'est un exemple qui a été développé en Afrique.
le service Allo Lafia qui accompagne la population, donc ça c'est au Burkina Faso, qui accompagne la population à travers l'envoi de conseils via des messages vocaux et de SMS sur des sujets tels que le suivi de la grossesse, la nutrition. Nous avons constaté également le cas au Maroc, la mise en place d'une plateforme Wirkayatna qui était mise en place pour le suivi de la campagne des vaccinations anti-Covid et également la livraison des passeports QR code. Alors maintenant, par rapport à ça concrètement, nous, ce que nous faisons également, c'est accompagner donc la formation des talents. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui digital, donc, alors je ne vais pas trop développer cette partie-là. On va y revenir, Chakib. Je voudrais avoir. Je vais la laisser par la suite. Mais aujourd'hui, nous, notre rôle comme, je dirais donc, un fournisseur d'infrastructures digitales, c'est de sensibiliser le gouvernement, aussi bien les institutions publiques que privées, à la mise en place d'une infrastructure solide. Parce que c'est ça, la base qui va permettre de développer l'e-santé. Alors, pour la formation, les talents, on en parlera par la suite. On en reparlera tout à fait. Merci beaucoup, Chakib. Nassifatou, et à votre niveau, comment est-ce que vous accompagnez justement cette pédagogie, cette intégration? Parce que c'est vraiment un changement de comportement. On est quand même sur une capacité à pouvoir choisir de prendre et de donner ces informations sur son téléphone, de les recevoir. Donc, comment est-ce que vous vous y prenez? Je crois que pour ces différents projets, les acteurs principaux, la connectivité la plus utilisée, c'est la connectivité mobile. Parce que c'est celle qui est la plus accessible sur toute l'étendue du territoire. Et aussi, c'est celle qui est la plus facile parce que les agents de santé communautaire, c'est moins coûteux d'avoir un téléphone portable ou une tablette que d'avoir un ordinateur. Déjà, avec un ordinateur, ça parle de connectivité fixe et cette connectivité fixe n'est nécessairement pas disponible dans tous les centres de santé ou dans toutes les localités, surtout celles qui sont très éloignées de la capitale Lomé. Donc, pour ces projets-là, il y a une formation. Quand je prends par exemple le cas du projet de la Fondation Pierre Fabre, donc il y a une formation des agents au niveau communautaire, au niveau des centres de santé périphériques, sur comment mettre les données qu'ils recensent auprès des patients sur la plateforme digitale. Donc, c'est d'abord une formation. Maintenant, il y a aussi, par exemple, dans le cas de la couverture sanitaire universelle, qui est un des projets ou un des objectifs phares du ministère de la Santé, il y a le centre, l'INAM, qui est l'Institut national d'assurance maladie, qui est mis en place, qui est pour le moment accessible aux fonctionnaires de l'État et à certaines autres professions. Donc, pour l'assurance maladie aussi, c'est aussi le recueil d'informations sur une plateforme digitale. Donc, c'est toujours de la formation au niveau d'abord de l'Institut lui-même, mais aussi au niveau des autres agents de santé. Par exemple, dans les pharmacies, où il faut former les agents dans les pharmacies sur comment utiliser le logiciel de l'Institut d'assurance maladie et aussi dans les hôpitaux, dans les centres de santé périphériques, les former à l'utilisation de cette plateforme. Donc, c'est une formation vraiment, c'est des formations vraiment très pratiques. Ce n'est pas comme une formation diplômante, comme un ingénieur. Non, non, non. C'est vraiment comment utiliser le logiciel, comment résoudre des problèmes qui pourraient survenir des légers problèmes. Maintenant, s'il y a des problèmes plus importants qui requièrent vraiment de l'expertise de l'ingénierie, donc dans ce cas, c'est remonté au niveau du centre de référence qu'ils envoient alors des ingénieurs ou des personnes plus qualifiées. Donc, voilà ce qui se passe au fait. Merci beaucoup, Nassifatou. Alors, on parle de santé, c'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément envie de voir partagé par tous, et donc on peut forcément se poser la question de savoir où vont les données, où est-ce qu'elles sont stockées, à qui appartient le cloud, et j'ai pas envie que tout le monde sache quels sont les spécialistes que j'ai vus, quelle est l'ordonnance que j'ai. Donc, on va aborder forcément cette thématique de la souveraineté numérique. Où est-ce qu'elles sont répertoriées? Où est-ce qu'elles sont centralisées? Comment est-ce qu'elles sont traitées? Est-ce que vous avez, vous, de votre côté, des exemples concrets qui peuvent aussi être rassurants, hein, parce qu'on a beaucoup entendu pendant la pandémie, en tout cas au moment où elle a explosé, cette histoire de passeport numérique. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles ce serait intéressant d'avoir une forme de clarification dessus. Je veux bien avoir vos retours. Chakib peut démarrer, oui, je le voyais déjà prêt. Oui, Chakib. Alors, en fait, pour la souveraineté numérique, c'est un vrai sujet, hein, donc c'est un vrai débat.
Alors, c'est un sujet prioritaire pour l'Afrique, mais en fait, c'est un sujet prioritaire non seulement pour l'Afrique, hein, c'est un sujet prioritaire au niveau mondial, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde en Europe, c'est aussi un, un point très important et nous avons pu constater pendant les élections présidentielles en France comment le numérique et la souveraineté numérique étaient au cœur du débat politique en France. Donc, c'est le cas aussi en Afrique, hein. Donc, l'Afrique doit se doter d'une souveraineté numérique. Mais moi, j'ai envie de dire, quand on parle de cette souveraineté numérique, et il faut quand même aller étape par étape. Et, euh, et la première étape qui est très importante, à mon sens, et là, je reviens d'une manière assez concrète, c'est la connectivité. Et là, j'ai envie de parler surtout de les investissements dans le secteur de e-santé. Ils doivent être basés, dans un premier temps, effectivement, dans l'infrastructure digitale, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde au niveau de la connectivité, en Afrique, il y a beaucoup de zones qui sont éloignées, qui ne sont pas connectées. Et donc là, dans ces zones-là, par exemple, où il y a une pauvreté, où il y a aussi une densité faible au niveau de la population, les opérateurs télécoms, effectivement, ils ne peuvent pas y investir. Et donc là, effectivement, nous, on a mis en place des solutions, ce qu'on appelle le Huawei Rural Star Pro. Ce sont des stations de base qui sont construites sur des poteaux de bois automatisés à faible consommation d'énergie, qui répond pleinement aux besoins d'infrastructures rapides à moins coût. Donc aujourd'hui, c'est déjà opérationnel au Sénégal, Mali, Guinée, Cameroun, Burkina Faso, RDC, Guinée-Bissau, Gambie, Égypte, Côte d'Ivoire. Elle permet déjà de connecter 4,5 millions de personnes en Afrique, c'est-à-dire plus de 1000 villages. Donc la connexion, voyez-vous, donc c'est la base. Maintenant, une fois qu'on a la connexion, il faut mettre en place ce qu'on appelle des centres de données ou des data centers qui sont hébergés au niveau de chaque pays. Alors peut-être au niveau de chaque pays, ou bien peut-être il y a des pays qui n'ont pas les moyens, ça peut être par zone en Afrique. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Capo Verde, qui est un pays donc en Afrique de l'Ouest. C'est un client à nous qui a pu mettre en place sa souveraineté numérique. Donc, les centres de données avec un cloud gouvernement qui gérait dans les territoires de Cap-Vert, pardon, et qui est géré par le gouvernement et qui offre des solutions d'éducation et surtout des solutions de e-health, de e-santé. Et ce qui est important, c'est que le Capo Verde, donc, il a trouvé un compromis avec les pays voisins. Donc, les pays voisins qui ne disposent pas de cette souveraineté ou des centres de données dans leur territoire, donc, ils hébergent leurs données au Cap-Vert. Donc, il est important de se doter de la connectivité. Il est important de se doter des data centers au niveau local et également d'une réglementation adéquate qui est en phase de l'accélération du cloud. Parce que le cloud aujourd'hui, une des premières priorités, bien sûr, il y a des données du gouvernement, mais il y a aussi des données du patient. Comment voulez-vous aujourd'hui développer donc effectivement la santé si on ne dispose pas d'un cloud? Donc Madame, donc elle a parlé tout à l'heure, donc effectivement de la couverture, l'assurance maladie. Donc ça, c'est un point fondamental très important. Et là, je peux vous donner un exemple, le cas du Maroc, par exemple. Aujourd'hui, l'assurance maladie, c'est une priorité pour le gouvernement. Ça a été initié par Sa Majesté le roi du Maroc, où il souhaite généraliser donc cette assurance maladie pour l'ensemble des populations. Alors, ça a l'air simple comme ça quand je le dis, mais en fait, c'est assez compliqué parce que il faut prendre en compte le parcours du patient, la gestion du dossier médical. Et il faut prendre aussi donc ce qu'on appelle le RSU, le registre social unifié, avec une plateforme d'interopérabilité, parce que les données doivent être connectées avec le ministère de l'Intérieur et avec d'autres ministères. Le partage des données entre l'hôpital, le médecin traitant, la pharmacie et les assurances maladie. Donc tout cela fait que ça ne peut effectivement être possible qu'avec un cloud souverain, parce qu'il s'agit des données des patients, il s'agit des données très importantes, des données confidentielles. Donc, ça nécessite effectivement la mise en place dans ce qu'on appelle un cloud dédié à la santé, mais qui peut être effectivement rattaché à un cloud gouvernement. D'accord. Merci Chaki pour ces précisions-là. On a quand même des questions qui arrivent aussi en direct, hein. Vous êtes suivis avec beaucoup d'attention. J'ai une question de Chantal Ngoubeyou et puis de Céline Moulari qui vous demande quels sont les noms des applications d'aide communautaire. Est-ce que vous auriez est-ce que vous pourriez en partager certaines? Nassifatou, je vois. Oui. Donc, l'application pour le projet ISME, la santé de la mère et de l'enfant, c'est Dokita Eyes. C'est une application, voilà, locale. Donc, ça s'appelle Dokita Eyes. Parce que Dokita, en fait, c'est le nom du médecin en langue locale. On dit Dokita.
D'accord, ben voilà, comme Voilà. ça au moins on aura appris un terme Oui. local. Alors, merci pour, donc je pense que nos internautes auront eu leur réponse par rapport à cette première question. On revient sur cette notion de souveraineté. Alors, on a dit que derrière la souveraineté, ça cache la notion de ces datas, cette capacité justement à s'en doter, faire en sorte que ça puisse, que l'ensemble de la population finalement puisse y avoir accès. Comment ça se passe au Togo? Au Togo, oui. Au Togo, nous avons eu la chance que l'année passée, oui, il y a eu la création d'un data center. Nous avons un data center au Togo, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et aussi sur le plan de la connectivité, il faut dire quand même que la connectivité mobile au Togo est une de très bonne qualité dans la sous-région ouest africaine. Donc, pour dire que lorsque vous avez un téléphone portable et vous allez à l'intérieur du pays, dans des zones reculées, vous avez de très, très fortes chances, que votre téléphone portable puisse vous connecter à Internet. Je le sais puisque je l'ai essayé plusieurs fois dans mes séjours à l'intérieur du pays. Donc, c'est sur la connectivité mobile vraiment que pour le moment, surtout les deux projets dont j'ai parlé, de la Sotoderm et de l'ISM, c'est sur la connectivité mobile qui se base pour réaliser ces projets. Maintenant, pour le projet de l'Institut national d'assurance maladie, c'est la connectivité fixe. Oui, c'est la connectivité fixe. Et donc, cela suppose que on ne la retrouve nécessairement pas dans les coins reculés, mais seulement dans les chefs-lieux de préfecture ou de région. Mais il y a des efforts quand même qui sont actuellement réalisés à ce niveau pour vraiment étendre la connectivité fixe sur toute l'étendue du territoire. Récemment, quand même, je peux dire déjà l'année passée, que lorsqu'on prend la région Lomé commune, nous avons déjà la connectivité fixe qui est le maillage de la région Lomé commune qui est déjà atteint. Donc, nous espérons que dans les prochaines années, cela pourra aussi atteindre les autres régions, les régions du Togo. Donc, voilà un peu pour le Togo ce qui est fait sur le plan national pour le moment. On a parlé alors on a parlé de la souveraineté, on a parlé un peu de cette forme d'entre guillemets de rééducation ou d'éducation tout court du patient, parce que là, il se retrouve avec un parcours qui est complètement inédit. Hier, je me levais, j'étais pas bien, j'allais à l'hôpital, j'avais un médecin traitant ou un médecin de famille qui pouvait entre guillemets prescrire par rapport aux différentes pathologies ou renvoyer à l'hôpital le plus proche. Là, on se retrouve dans une dynamique où tout devient digital. On a vu comment vous étiez, quel travail vous faisiez en amont. Alors, vous avez un retour de Winnie en direct qui nous dit merci pour ces riches enseignements. Je voudrais savoir quelles sont les dispositions sur le plan numérique que l'État togolais prend pour assurer les bonnes informations aux jeunes filles et notamment les femmes qui sont dans les zones rurales. Donc ça, je pense que c'est plus pour vous, Nassifatou. Et je laisserai peut-être Chakib aussi partager sur ce qui a été fait aussi au Maroc pour avoir deux illustrations. Alors, Nassifatou, à votre niveau. Ok, d'accord. Donc, pour dire quand même que pour le moment, on ne constate pas une certaine résistance du patient. Parce que le patient, lui, son premier objectif, c'est d'être guéri. C'est vraiment de retrouver sa santé à l'origine. Donc, bien sûr que les agents de santé ou les médecins, ils prennent le temps d'expliquer aux patients que ces informations sont bien sûr digitalisées, mais ces informations sont protégées. Et ce qui fait aussi que dans la santé, c'est plus facile, c'est que depuis longtemps, il y a ce qu'on appelle le secret médical. Les informations sur un patient ou quel que soit l'endroit où il passe dans le système de santé, ces informations sont confidentielles. L'agent de santé le garde pour lui et lui seul. Il ne le partage qu'avec seulement les agents de santé qui sont impliqués dans le processus de guérison ou le parcours médical du patient. Donc, c'est un premier point. La digitalisation, nous avons un data center, donc, pour dire que les données sont conservées au niveau national. Donc, il n'y a pas de souci. Et en plus, on parle de cybercriminalité. Voilà. Donc, actuellement, il y a aussi la création prochaine d'un centre national de lutte contre la cybercriminalité c'est un projet aussi qui est en cours et qui va prochainement aussi être finalisé. Donc, déjà, ça nous permet quand même sécuriser, voilà, de sécuriser le circuit digital. Et donc, dans les prochaines années aussi, avec la finalisation de la mise en place donc, du Centre national de télémédecine, je crois que tout cela, ça pourra permettre de contrôler tous ces projets et aussi de mettre en place de nouveaux. Comme la question la question de l'intervenant, je crois qu'il parlait peut-être
la santé, de tout ce qui a rapport à la santé gynécologique des jeunes filles. Oui, parce que la les question, enfants. c'était, tout à fait, c'était vraiment de savoir quelles sont les dispositions qui ont été prises par l'État pour assurer la bonne information des jeunes filles et des femmes rurales d'une Voilà, et les manière femmes, générale. Ça d'une fait. manière générale. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de projet qui est digital. Mais Mhm. le projet qui a été toujours fait, qui était là depuis des années, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des séances d'information communautaire, ou ce qu'on appelle dans les agents de santé communautaire. Ils rassemblent dans une communauté, ils rassemblent des jeunes femmes et des jeunes filles pour leur parler, par exemple, de la santé de la reproduction. Quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à ne pas faire en tant que femme pour avoir une bonne santé sur le plan gynécologique. Mais aussi, pas seulement la santé de la reproduction adressée aux jeunes filles, aux femmes, mais aussi aux jeunes de façon générale, concernant par exemple les IST et le sida. Et enfin, de façon générale, appeler toute la communauté pour leur parler dans des cas spécifiques, lorsqu'il y a par exemple des épidémies ou par exemple lorsque nous savons que dans la saison sèche, dans l'harmattan, Mhm. il y a parfois des épidémies de méningite. Donc, informer les gens sur les maladies pour qu'ils prennent des mesures, dans le cas où il y a des vaccins, pour qu'ils prennent des mesures préventives ou, ou des mesures correctives dans le cas où c'est une maladie qui est en train de s'installer dans la communauté, comment La les prévenir et populations la gérer, tout à voilà, fait. peuvent y faire face. Donc, voilà comment ça se passe dans le système de santé. Merci beaucoup, Nassifatou. Alors, on va aller voir du côté du Maroc avec Chakib. Comment s'organise cette prévention? Alors, comment on transfère ces transferts d'informations? Vous l'avez dit précédemment, hein, il y a ces vagues de campagne, d'informations, de suivi. Est-ce que vous avez un exemple concret aussi pour illustrer ça au Maroc? Oui, donc en fait, donc le ministère de la Santé qui travaille d'une manière assez étroite avec le ministère de l'Intérieur et puis une autre agence, l'agence gouvernementale de digital, qui travaille d'une manière assez étroite pour mettre en place des plateformes pour effectivement donc communiquer par rapport à ces différentes maladies avec la population. Mais ce qui est important au Maroc, c'est que nous avons une loi qui est très très importante et bien faite en termes de protection de données et surtout pour des protections des données des patients, qui a été élaborée au Maroc il y a quelques années et qui répond parfaitement à ce besoin. Je pense que nous avons plusieurs aujourd'hui au Maroc, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours, qui sont bonnes, mais qui restent insuffisantes parce que le vrai problème que nous avons au Maroc et aussi donc en Afrique, c'est la connectivité à l'échelle nationale pour qu'on puisse effectivement suivre toute la population. Donc c'est bien de mettre ces plateformes de contrôle et de communication, faut-il encore que la connectivité soit là. Donc que ça soit en termes mobiles, mais aussi que ça soit en termes Internet pour aller suivre, Mhm. donc pour que le citoyen puisse y accéder. Et donc aujourd'hui, le challenge auquel nous faisons face aujourd'hui, donc au Maroc et dans le continent africain, c'est le développement de cette connectivité à l'échelle du continent. Je pense que ça doit être le challenge numéro un qu'il faut relever, le défi numéro un qu'il faut relever pour le continent. Alors, challenge numéro un, la partie technologique. On va aussi parler d'un challenge peut-être qui est sous-jacent ou tout aussi important que celui qui concerne les outils. C'est les hommes, les femmes, c'est les compétences. On a quand même, il y a une réalité qui est de se rendre compte qu'il y a beaucoup de besoins en tension à ce niveau-là. Les différentes études mettent en avant qu'il y a un double besoin aujourd'hui. Un tout premier qui va être au niveau du développement et du renouvellement des compétences pour accompagner la mise en place, le déploiement, l'évaluation de ces innovations de rupture dont vous êtes en train de parler. Ça, ce serait le premier point. Le second point, c'est aussi tout ce qui est autour de la sensibilisation de l'écosystème des acteurs du milieu sanitaire à cette culture numérique. Vous avez donné quelques illustrations. Et alors, quel est le regard que vous portez justement sur l'évolution, alors j'ai envie de dire la mutation de ces métiers dans le secteur médical avec l'intégration du numérique? Alors, je vais laisser peut-être... Alors, Chaki qui a ouvert son micro. Allez-y, Chaki, pour partager. Et Nassif Fatou, je vais vous laisser réagir parce que je sais que cette partie-là est très importante pour vous également. Alors, Chakib, de votre point de vue, quels sont Bah écoutez, les donc éléments? aujourd'hui, donc le digital au niveau de la santé, c'est une nécessité. Hein, quand on regarde aujourd'hui, euh, l'exemple le plus simple pour moi, c'est le généticien. Le généticien, il y a 20 ans, comment il travaillait il y a 20 ans et comment il travaille maintenant, il y a une différence énorme. Le généticien aujourd'hui, il travaille en utilisant les machines, le high performance computing, parce qu'il a besoin des puissances de calcul, il a besoin du cloud, il a besoin de l'intelligence artificielle. Donc le digital est dedans. Le digital est complètement dedans. Quand on regarde aujourd'hui par un certain nombre des diagnostics d'un certain nombre de pathologies avec l'intelligence artificielle,
donc le personnel de la santé doit être adapté au digital. Donc, j'ai même envie de dire qu'effectivement, aujourd'hui, il faut réfléchir à cette formation. Donc, la formation telle qu'elle est faite aujourd'hui pour le médecin traditionnel, nous avons besoin des médecins, mais nous avons besoin aussi des médecins qui soient avec un mindset digital, qui sont capables de comprendre la culture digitale. Et aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, si on arrive à faire des progrès rapides, que ce soit au niveau des vaccins ou au niveau de trouver des traitements, c'est parce qu'aujourd'hui, on utilise le high performance computing, la puissance des calculs, avec l'intelligence artificielle qui permet de faciliter le mariage des combinaisons et donc trouver rapidement le traitement efficace. Donc, il y a une accélération incroyable. Maintenant, face à ça, bah, il faut apporter des solutions. Alors, face à ce constat, nous avons lancé chez Huawei différents programmes de formation avec les gouvernements, hein, donc gouvernement tunisien, algérien, marocain et d'autres gouvernements en Afrique. Le cas, par exemple, ici en Afrique du Nord, c'est nous avons un objectif, c'est de former 50 000 talents dans la région donc de l'Afrique du Nord. Mais on fait la même chose également dans les autres pays subsahariens. Alors, nous avons lancé effectivement ce programme qui s'appelle le programme ICT Academy, qui a été lancé depuis 2016 en Afrique. Et en fait, c'est une plateforme disponible gratuite pour des étudiants, les universités, donc qui permet de mettre en place un enseignement de pointe sur les nouvelles technologies. Le programme a décerné des certificats Huawei Certified ICT Associate. Donc en fait, il donne accès à des étudiants professeurs pour se former, hein, donc sur les nouvelles technologies, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sur le réseau IP, sur les architectes cloud, sur l'intelligence artificielle, sur le big data et également sur d'autres disciplines. Mais ce qui est important, c'est que non seulement se former, mais également les étudiants qui sont bons et qui veulent sauter le pas, ils peuvent passer les tests. Les tests, ce sont des certificats, donc après ils obtiennent des certificats et ces certificats ils sont des passeports pour l'emploi. Alors bien entendu, ce sont des programmes purement vers je dirais donc l'innovation digitale, mais qui peuvent accompagner bien sûr donc le monde de la santé. C'est-à-dire qu'il est ouvert également à des médecins, des infirmiers qui peuvent se former aujourd'hui de plus en plus, comprendre comment fonctionne le big data, l'intelligence artificielle, des algorithmes modèle art et également le réseau IP. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental, mais nous avons accompagné également tous ces talents qui ont été formés avec notre programme. C'est de les accompagner par un programme qu'on appelle Seed for the Future, qui leur donne l'accès au meilleur d'aller en Chine pour une immersion totale dans l'innovation et dans la technologie. Donc, voyez-vous, donc ces programmes, ils sont vraiment destinés donc aux étudiants, aux professeurs, sur différentes technologies de pointe. Et moi, dans mes conférences, à chaque fois quand je parle avec les étudiants et les professeurs, surtout les étudiants, je leur dis formez-vous parce que c'est une plateforme gratuite. Donc, les jeunes Africains doivent se former. Donc, l'Afrique ne peut se développer qu'avec des jeunes Africains et des talents africains. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des programmes que nous avons déjà mis en place pour former les talents africains et donc apporter effectivement, je dirais donc je dirais donc un catalyseur de développement de e-santé avec le digital. À côté de ça, donc nous avons vu une accélération aujourd'hui et une mutation au niveau des entreprises. On voit de plus en plus de startups aujourd'hui en Afrique qui travaillent dans le domaine de e-santé. Aussi bien des startups, des gouvernements aussi qui encouragent la recherche au niveau de la e-santé. Alors, pour accompagner ça, et donc ça, c'est un scoop que je partage avec vous, pour accompagner cette dynamique de start-up, nous sommes en train de lancer un programme qui verra le jour dans quelques semaines en Afrique, au Maroc, en Égypte et puis également dans d'autres pays en Afrique. C'est justement pour soutenir le start-up, développer des start-up et encourager les start-up à se développer dans différents secteurs, pas seulement dans e-santé, mais là, il se trouve effectivement pour ce séminaire, de webinaire, pardon, on parle de e-santé, c'est accompagner ces startups dans le développement de e-santé par la mise en place des innovations dans e-santé. Donc, on peut les soutenir d'une manière technique par la mise en place, on leur donne accès à nos plateformes de cloud et d'intelligence artificielle pour développer leurs applications, mais on met en place également des experts à leur disposition pour les assister et les supporter du point de vue technique. Et après, donc, il y aura un soutien financier qui permet effectivement de
de booster un petit peu l'écosystème des startups et voir également avec notre, je dirais, force de frappe, c'est d'accompagner ces startups à internationaliser pardon, leur service au niveau international. Merci Chakib pour ces éléments. Alors j'ai une question, Nassifatou, je vous oublie pas, hein, je reviens vers vous, mais effectivement comme elle concerne le Maroc, je repose la question dans la foulée aussi à Chakib. Alors vous avez un des internautes qui nous demande comment vous soutenez les associations qui organisent des caravanes de santé au rural Maroc, des associations des Amis du Palmier pour la protection des consommateurs et l'application des objectifs de développement durable Tata Maroc. Bah écoutez, donc je connais pas très bien donc cette association, cet organisme, donc il faut qu'il s'adresse à nous. Nous avons un programme RSE, donc nous sommes une société, donc nous avons une responsabilité sociale. Donc il faut qu'ils s'adressent à nous, qu'on essaie de comprendre exactement ce qu'ils font, et nous serons heureux de les accompagner, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, je pense que notre internaute a eu sa réponse de manière très concrète. Alors, Nassifatou, justement, de votre côté, de votre point de vue, on parle de ses compétences. Comment des talents, des compétences à développer, peut-être des pénuries de talents. Comment est-ce qu'on fait encore aujourd'hui pour donner envie à ces jeunes de rentrer dans ce circuit très numérique, très digital, alors que peut-être certains peuvent se dire c'était quand même une vocation plus humaine, c'était plus la personne qui m'intéressait. Dites-moi un petit peu votre retour. Voilà. C'est vraiment, ça c'est vraiment des choix, parce que ce que moi j'ai vu, c'est que j'ai vu des jeunes qui étaient vraiment intéressés, c'est-à-dire qui sont en formation médecin, mais qui sont aussi intéressés par le digital. Donc, on a vu des pharmaciens, par exemple, qui sont développeurs de logiciels, parce que dans le circuit du médicament, on a vraiment besoin de logiciels pour s'occuper de la gestion, par exemple, du médicament. On a eu des pharmaciens, c'était vraiment pas à volonté, qui se sont formés à être des développeurs de logiciels. Donc, au fait, comme l'a dit Chaki, vous allez voir que ce sont des jeunes qui ne le font vraiment pas à volonté. Ce n'est pas qu'il y a une formation qui est en place qui leur permet d'y aller directement. Ils le font parce qu'ils le veulent et donc ils trouvent les moyens d'y accéder et tous les moyens de se former. Donc, l'idéal, par exemple, ce serait vraiment d'encourager les jeunes, de mettre en place des systèmes qui les encouragent à se faire former. Et aussi, la formation n'est pas nécessairement facilement abordable. Oui, justement, les tarifs. Voilà. Selon mon expérience, je sais que la formation, par exemple, dans le Big Data et autres, sont des formations qui sont vraiment, surtout si elles sont certifiantes, qui coûtent parfois très cher. Et donc, ce n'est pas nécessairement à la portée de tous les jeunes, même quand ils ont la bonne volonté, ce n'est pas à leur portée. Donc, c'est vraiment de mettre en place un système qui soutient les jeunes qui veulent le faire et qui leur donne les moyens de pouvoir aussi avoir ces formations-là. Donc, voilà un peu, moi, à mon avis, ce qui pourrait être fait. Nous offrons ces solutions gratuitement, enfin ces cours, ces formations, elles sont gratuites. Dans le cadre de Huawei ICT Academy, nous sommes partenaires avec la quasi-totalité des universités africaines. Donc, au Togo, je ne connais pas les noms des universités, mais je suis quasiment sûr que nous avons un partenariat avec la plupart des universités togolaises. Et donc, les étudiants par le biais ou l'intermédiaire des universités et peuvent suivre nos cours gratuitement. Et nous avons une équipe qui gère cette plateforme ICT Academy dans chaque pays en Afrique. Et généralement, c'est une équipe locale pour faciliter la communication. Ok, d'accord. Donc, je pense que ce serait bien de communiquer dessus pour que les étudiants sachent qu'il y a vraiment de ces formations gratuites auxquelles ils peuvent accéder. Ils peuvent accéder, voilà. Ah oui, effectivement, c'est un plus parce que c'est une manière aussi d'acculturer ces nouvelles populations. J'avais une question complémentaire qui arrivait là sur le fil de discussion, qui était celle de savoir comment est-ce que vous voyez un peu en tout cas cette réintégration du digital à horizon 1 an, 2 ans. En quoi ça pourra faire évoluer le continent sur cette notion de santé? Comment est-ce qu'on pourra être mieux soigné? Comment est-ce qu'on pourra être mieux accompagné grâce à ce que vous avez évoqué l'un et l'autre sur ces différents outils? Je sais qu'on parlait de ces opérations assistées maintenant avec des robots. Donc on rentre vraiment dans une dynamique extrêmement moderne à ces niveaux-là. Et à échéance 2 ans, 3 ans, comment est-ce que vous voyez les choses? Ok, donc moi, à mon avis, au fait, c'est que ça permet, la première chose que ça permet, c'est vraiment de faire établir le bon diagnostic par le bon spécialiste, au fait. Parce que malheureusement, dans nos pays, nous n'avons pas le nombre de spécialistes, surtout, par exemple, quand nous prenons les sciences médicales, le nombre de spécialistes requis par nombre d'habitants, il n'est pas atteint, il est vraiment la plupart du temps en deçà, très en deçà de ce qui doit être. Donc, avec ces plateformes, avec la e-santé, c'est de permettre à des populations qui sont dans les zones très, très
pas nécessairement reculées, mais dans des zones dépourvues de spécialistes ou dépourvues de compétences dans leur pathologie, d'avoir accès à ces compétences et donc d'avoir l'établissement d'un bon diagnostic et donc par conséquence d'un bon traitement. Donc voilà au fait ce que cela permet. Et donc dans les prochaines années, si cela se développe, avec le développement de la e-santé, donc ça fera une amélioration aussi de la santé des patients. Et surtout avec la couverture sanitaire universelle, si elle s'installe, ce serait vraiment un ouf de soulagement pour toutes nos populations parce que non seulement elles auront accès aux compétences, mais aussi elles y auront accès gratuitement. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Donc, aller à l'hôpital n'est plus un casse-tête ou ça ne donne plus un mal de tête parce que les gens commencent par se demander si je vais à l'hôpital, voilà, comment je vais payer les frais. Et les taxis, tout à fait. Voilà. Donc, voilà un peu ce que cela permet. Très bien, merci beaucoup Nassifatou. Je vais reprendre le retour de Chakib et j'ai une question qui arrive aussi par un internaute. Oui, Chakib. Par contre, la bonne nouvelle, effectivement, pour compléter donc à la réponse de docteur, donc Madame Nafissatou, c'est effectivement comment on met en place maintenant des solutions qui permettent de surveiller la file d'attente dans les urgences. Également, comment localiser en temps réel des différents équipements des hôpitaux, comment localiser les spécialistes, parce que souvent les hôpitaux sont très très vastes et très grands, et comment également gérer la connectivité dans des zones, par exemple dans le sous-sol, où la connectivité n'est pas bonne. Aujourd'hui, avec des solutions comme le Wi-Fi 6, on peut avoir une connectivité de très très bonne qualité, même des zones effectivement dans le sous-sol, etc. Aujourd'hui, vous avez parlé également nous avons une pénurie effectivement des spécialistes. Aujourd'hui, on peut le cas par exemple de l'échographie, on peut pas avoir un échographe dans chaque petit village, etc. Donc aujourd'hui, il y a des solutions où on peut mettre des solutions d'échographie, ce qu'on appelle l'échographie au mode B, qui permet d'avoir un équipement côté médecin, un équipement côté patient, mais qui peuvent effectivement, donc effectivement un équipement, pardon, côté patient, un équipement côté médecin, mais qui peuvent communiquer par les différents moyens de connectivité et de vidéoconférence. Donc, ça permet une amélioration de l'efficacité des diagnostics, réduction du coût des soins. Et également, ça permet effectivement d'apporter la santé, donc effectivement des soins de la santé pour la pauvreté et un accès donc universel. L'autre point qui peut être intéressant aujourd'hui, c'est comment faire un télédiagnostic à distance. Dans un village reculé où, par exemple, le patient est là, donc il est avec personnel de la santé qui va faire un diagnostic, mais qui ne peut pas être précis, donc il peut être connecté via des solutions de téléconférence adaptées par la télémédecine et donc faire un diagnostic plus précis. Donc, on aura donc un soin de meilleure qualité, un soin généralisé pour tous les citoyens et surtout donc un soin qui est mis en place par des spécialistes. Oui, très, très. Merci beaucoup pour cette prospective, parce que c'est important aussi de voir là, les actions actuelles, comment est-ce qu'elles peuvent continuer à croître, à se développer. J'ai une dernière question qui est pour Nassifatou. En fait, quelles sont les politiques que l'État togolais met en place pour booster la digitalisation de l'accès aux soins de santé? OK. Bon, je crois que il y a différentes politiques qui sont mises en place. Déjà, le fait qu'on ait un data center, cela permet déjà de sécuriser les données. Les projets qui sont mis en place sont soutenus par le ministère de la Santé. Et en plus, le ministère de la Santé qui a lancé ce grand projet de mise en place d'un centre national de télémédecine. Ça, c'est vraiment un grand projet qui permettra vraiment de soutenir les existants et d'étendre d'autres projets, de mettre en place d'autres projets. Et après, la couverture santé universelle, le projet de loi a été voté. Le projet de loi a été voté, donc cela suppose que dans les prochaines années, tout sera mis en place pour soutenir, voilà, pour mettre en place, pour finaliser et vraiment rendre cela opérationnel, que chaque Togolais le ressente dans sa vie de tous les jours. Quand il est malade, il va dans un centre de santé qui soit pris en charge intégralement sans se poser des questions. Donc, voilà un peu les politiques qui sont mises en place par l'État. Et bien sûr, la cybercriminalité aussi, le Centre national de lutte contre pour la cybersécurité aussi qui sera aussi mise en place dans les prochaines années. Voilà les politiques qui sont actuellement en cours et qui vont se concrétiser. Certains sont déjà réalisés, d'autres sont en cours. Donc, la concrétisation de l'ensemble vraiment permettra d'améliorer la qualité de la santé et aussi l'accès aux soins de santé pour les populations sur toute l'étendue du territoire national. Donc, voilà un peu ce qui est fait.
Merci beaucoup, Nassifatou. C'était pour répondre à la question de notre internaute. Vous avez des remerciements tous les deux là en direct sur la prise de conscience ou en tout cas la reconnaissance du fait que le digital se retrouve vraiment comme une espèce de colonne vertébrale essentielle dans tous les domaines de notre vie et de notre quotidien. Et donc, c'est aussi à nous de savoir comment l'exploiter et en tirer le meilleur. Pour répondre à cette question qui était celle de notre webinaire, comment le numérique permet d'accélérer le progrès médical et de faciliter l'accès aux soins et d'accompagner l'évolution justement de ces métiers de santé, vous nous avez apporté des exemples, des illustrations très concrètes, et aussi bien du côté Togo qu'au niveau du Maroc, au niveau du Cap-Vert, avec l'exemple sur la souveraineté nationale numérique. On a regardé là différents points comme les data, les solutions au niveau du parcours client en amont, en aval, pendant cet accompagnement qui peut être aussi fait, comme le précisait Chaki, par Huawei en termes d'accompagnement sur le développement des compétences, sur les formations qui sont proposées, dont certaines sont gratuites avec cette académie. On a aussi cette prise de conscience sur l'évolution de ces métiers. Là où hier la vocation existe, votre message c'est quand même de dire que la vocation persiste et qu'elle vienne s'outiller avec ces dynamiques technologiques. Voici les points essentiels que vous avez abordés au cours de ce webinaire. Je vais vous laisser à l'un et à l'autre le mot de la fin, puisqu'on arrive vraiment en termes de ce webinaire. Attends, vous avez une dernière question qui est celle de savoir comment est-ce qu'on accède à ces différentes plateformes dont vous avez parlé. Alors, je pense qu'il y a celles qui ont été proposées par Nassifatou, également celles qui ont été proposées par Chakib. Peut-être que vous pourriez partager les liens qui permettrait l'accès à ces informations pour qu'ils puissent effectivement se renseigner. Comme ça, Fatoumata qui posait sa question, aura ces éléments de réponse. Et vous avez également Anne-Marie qui demandait, qui venait illustrer pour dire qu'ils avaient également ce problème au niveau du Bénin. Et est-ce qu'il y aurait des possibilités de développer, alors je pense que ça c'est plus pour Chakib, est-ce qu'il y aurait des possibilités pour étendre ou développer ce programme, ce projet digital au Bénin? Alors peut-être que Chakib, vous avez déjà des accords avec le Bénin? Nous avons une présence très importante de chaque pays en Afrique. Donc, je crois qu'il n'y a pas un pays en Afrique où nous n'avons pas une filiale locale. Donc, le Bénin, donc nous avons une filiale au Bénin, une filiale très importante et qui travaille avec les opérateurs télécoms sur place, avec le gouvernement et avec les sociétés privées. Bien entendu, également, la plateforme dont j'ai parlé, ICT Academy, Huawei ICT Academy, elle est également accessible et disponible au Bénin. Alors, du coup, pour rappel, ce que nous disaient Nassifatou et Chakib, les plateformes, il y a le ICT Academy Programme, le ISME Togo et le Téléderme Togo qui ont été les principales plateformes dont vous nous avez parlé aujourd'hui. Comme on arrive en fin de webinaire, et le Dokita Eyes, rappelez-vous ce que disait Nassifatou, de Dokita pour le rappel, le terme, le médecin, le docteur, comme ça au moins celui-là, ne l'oublierons pas. Quel serait le mot de la fin pour vous? Quel serait un peu le mot d'ouverture? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager comme message pour clôturer ce webinaire? Je vais laisser Chaki prendre la parole et ensuite Nassifatou donner le sien. Je crois que pour nous, la e-santé, c'est un levier puissant. Donc, c'est un puissant levier d'inclusion sur le continent africain afin que les populations, y compris celles vivant dans des régions isolées, puissent avoir accès aux soins. Au lendemain d'une pandémie mondiale, accroître la part des investissements dans le secteur de la santé sonne effectivement davantage comme une priorité. Donc, en Afrique, l'innovation et le développement de solutions numériques ont explosé durant la crise sanitaire, boostés par la nécessité de trouver des réponses rapides et efficaces aux changements et aux défis soulevés par la COVID-19, y compris en termes de santé. Donc, d'un bout à l'autre, si vous voulez, du continent, des startups, des entreprises et des gouvernements se sont mobilisés pour trouver des solutions pour effectivement combattre la pandémie. Donc, dans ce sens-là, Huawei, je l'ai mentionné tout à l'heure, nous sommes en train de lancer ce programme Spark pour accompagner les startups et le soutien des startups de développement dans différents secteurs dans le domaine de la e-santé. Donc, voyez-vous, c'est un symbole fort qui vient d'illustrer ici la volonté du continent de devenir l'un des centres émergents de l'innovation numérique mondiale. Chez Huawei, nous sommes fiers de pouvoir accompagner ce changement qui concerne 2,5 milliards d'Africains d'ici 2050. Les Africains en particulier, les jeunes générations, ont un rôle extrêmement important à jouer dans l'avenir de leur continent. Et quand on parle aujourd'hui de la souveraineté et de l'innovation, elle ne peut se faire qu'avec des talents africains. C'est ce qui motive Huawei à continuer d'investir, de se développer en Afrique afin d'accompagner et de soutenir au mieux les pays
dans la prise en main de leur propre avenir numérique. Celui-ci conditionne un développement socio-économique pérenne et prospère. Donc, voilà un petit peu donc, ce que je voulais partager avec vous comme mot de la fin. Merci beaucoup, Chakib, pour le mot de la fin. Nassifatou, votre mot de la fin. OK. Moi, mon mot de fin concernera vraiment, je lance un appel pour la formation des jeunes talents, parce que comme Chakib l'a dit, l'Afrique se développera seulement avec les talents locaux. Donc, formation des jeunes, une formation vraiment soutenue, pas un saupoudrage. Il y a vraiment une différence entre un saupoudrage et une formation soutenue. Donc, des jeunes avec une formation soutenue et encourager les jeunes, des talents locaux. Vraiment, encourager les talents locaux à utiliser leurs expertises pour résoudre les problèmes de façon locale. Ça, c'est un message aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui œuvrent, qui pensent à l'expatriation et ce n'est pas quelque chose que nous voulons encourager. Donc, c'est vraiment encourager les jeunes à utiliser leurs talents de façon locale pour résoudre leurs problèmes et apporter vraiment un soutien très fort à la formation de ces jeunes parce qu'ils sont vraiment très nombreux et ils sont très brillants et ils veulent vraiment se faire former. Mais oui, bien Ils sûr. veulent vraiment se faire former et ils ont une soif vraiment, une soif inimaginable pour la connaissance. Donc voilà, moi, l'appel que je lance à tous les gouvernements et à toutes les bonnes volontés de par le monde. Merci beaucoup, Nassifatou, pour ce mot de la fin. Vous avez un retour là, nos internautes en direct qui vous remercient tous les deux pour les réponses que vous avez apportées, en précisant que c'est très clair, c'est très précis, que vous êtes formidable sur la clarté et la manière dont vous les avez fait circuler. Les informations sont précieuses sur la digitalisation, l'accès aux soins de santé, de découvrir pour une internaute qui, elle, est au Cameroun, qui nous dit qu'elle est très heureuse de voir qu'au Togo, des choses se mettent effectivement en place, qu'il y a aussi des corrélations. Donc, ça donne une forme d'espoir parce qu'il y a des illustrations concrètes de ces progressions. Je vous remercie tous les deux pour votre présence, pour cette clarté dans les informations qui sont partagées. Je remercie également nos internautes pour l'ensemble des questions qu'ils nous ont adressées tout au long de ce webinaire. Élise Boquet de Women in Africa pour son aide dans l'organisation de ce webinaire. Et je vais rendre la parole à l'antenne en cette fin de journée. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tout le monde. Merci, à bientôt. À bientôt.